un nom de marque qui est Acquaintance en l'occurrence. Et Acquaintance, c'est du conseil à vos côtés sur les stratégies de recherche de fonds et plus spécifiquement de mécénat. Voilà, et ça m'arrive de passer par la Loire, notamment pour le compte du DLA. Le parcours complet ou... Ce qui te paraît important de partager. En juillet 70, mardi. J'ai fait quand même quasiment toute ma carrière sur les questions d'accompagnement aux entreprises, de manière générale, mais depuis un peu moins d'une dizaine d'années, spécifiquement sur l'ESS, économie sociale et solidaire, donc asso, mais aussi coopérative, et dans une moindre part, les mutuelles. Je suis un peu monomaniaque, il faut que ça parle travail, d'emploi, et avec quand même une visée un peu militante, posture un peu militante, parce que je considère que si le monde était un peu plus social et solidaire, ça serait pas plus mal, mais en même temps que quand on regarde factuellement la qualité de l'emploi dans l'ESS, c'est pas toujours au rendez-vous, et donc si on veut plus d'ESS, il va falloir améliorer peut-être un petit peu la qualité de l'emploi et ce qu'on propose. Voilà. Et je fais ça dans une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Copanam, qui est la plus grande coopérative française, et notamment qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle la manufacture coopérative, où on se tord la tête sur les transformations de l'emploi et essayer d'inventer l'emploi de demain, et via notamment la question de la coopération. Du coup, bonjour à tous et à toutes. J'aime pas trop cette question. Je vais présenter juste une casquette. Moi, je suis Alexis, du coup, je suis président du CRAGEP, donc du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et à ce titre-là, je suis au conseil d'administration du mouvement associatif. Et je représente aussi le CRAGEP au CESER, qui est le conseil économique, social et environnemental régional, où on donne notre avis sur les politiques de la région. Donc ça, c'est une partie de ma vie, et donc je suis là pour plutôt parler de mon parcours de militant associatif, notamment via une association de jeunesse et éducation populaire. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ça marche. Merci du coup à tous les trois. Avant de vous laisser la parole, peut-être donner quelques éléments de contexte à tout le monde sur finalement pourquoi on a mis à cet ordre du jour de cette journée sur l'emploi associatif cette table ronde qui s'intitule « Quelle place pour les salariés dans les gouvernances associatives ?» Et finalement, quand on a préparé cette journée avec le collectif, on s'est interrogé plutôt à l'origine sur finalement l'inclusion du premier emploi dans une association. Et finalement, on s'est dit cette question, elle ne se pose pas forcément que au moment où on crée son premier emploi, mais elle peut venir se questionner tout au long du cycle de la vie de la structure, donc voyant ça de façon un petit peu plus large. Et puis finalement, avec les membres du collectif ici de PME, on s'est dit ce sujet quelque part il n'est pas nouveau. Mais finalement, il y avait peut-être un peu un non-dit ou un tabou sur cette thématique-là, et ce qui fait qu'on en parlait assez peu, alors qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on évoque un peu plus, mais qui provoquent encore beaucoup de questionnements, d'interrogations, voire parfois d'étonnement sur est-ce que c'est possible aussi par rapport au fonctionnement plus pyramidal et traditionnel d'une association qu'on peut avoir en tête. Et puis surtout ce que ça nous a amené, parce que là c'est avant tout aussi une question organisationnelle, c'est plus largement se dire mais quelle articulation aussi finalement du projet associatif et de la fonction employeur quand on en vient à se poser cette question de quelle est la place des salariés dans la gouvernance associative. Alors il ne s'agit pas non plus pour nous de faire un procès, finalement les bénévoles ils sont obsolètes, ils n'ont pas de compétences, nous salariés, à nous de décider et à nous d'avoir les pleins pouvoirs, pas du tout, c'est pas notre propos, mais c'est de se dire finalement comment on peut aussi partager, faire collectif, et quand on dit ça c'est aussi s'associer plus largement ensemble autour du projet, autour d'ambitions communes, mais aussi quand on parle de partage, c'est partager la charge, qui a été aussi un sujet abordé au cours de plusieurs des ateliers aujourd'hui, et se dire finalement comment dans des cadres de plus en plus contraints, comme on a pu l'évoquer tout au long de la journée, conjointement, on va aussi se donner des priorités. Pour poursuivre, moi je vais peut-être vous donner une définition sur la gouvernance. Alors je dis pas qu'il n'y a qu'une seule définition, mais c'est déjà se dire on va s'en donner une, qu'on va aussi peut-être pouvoir challenger à travers l'intervention de Pascal, Philippe et Alexis, mais au moins pour commencer aussi à se dire finalement quand on emploie ce terme de gouvernance, de quoi parle-t-on? Et donc je suis partie de cette définition que j'ai reprise sur le site d'Associatech,
qui est sûrement un site que vous connaissez, et je me dis, bah voilà, au moins ça peut aussi un peu faire consensus de partir de cette ressource. La gouvernance associative désigne les acteurs ainsi que le système de règles et de processus qui organisent les relations au sein de l'association pour assurer un fonctionnement efficace et transparent. Elle définit les entités qui exercent le pouvoir, la répartition des rôles dans le processus décisionnel, ainsi que les règles permettant aux parties prenantes de collaborer. La gouvernance pose ainsi le cadre de la démocratie interne, essentielle pour la prise de décision, la fixation des objectifs et la réalisation des projets. Ses rôles et missions sont de garantir la pertinence du projet associatif, de piloter la stratégie de l'association, d'assurer la gestion financière de l'association, de structurer le fonctionnement de l'organisation, d'identifier et contenir les risques, de contrôler la conformité légale et l'intégrité éthique, de mettre en place une politique de ressources humaines responsable pour les associations employeuses, d'anticiper le renouvellement des membres de la gouvernance bénévole, d'animer la vie associative et de communiquer pour faire rayonner l'association. Et quand on a dit ça, heureusement qu'on est plusieurs dans une gouvernance associative pour pouvoir se partager tout ça. Finalement, pour pouvoir en débattre de comment inclure et pourquoi faudrait-il aussi inclure ces salariés, si tant est que ce soit quelque chose vers lequel l'organisation se dessine, je propose qu'on débute peut-être avec toi, Philippe, avec cette question suivante qui est pourquoi finalement serait-il pertinent de donner une place à des salariés dans la gouvernance? Est-ce que cette place, elle peut être la même que pour n'importe quel bénévole, que pour la même place qu'un bénévole administrateur? Et pour toi aussi, pourquoi aussi c'est pertinent par rapport à ce que tu as pu voir dans le cadre de la recherche Action Capasso? C'est intéressant de se questionner sur ça dès la création du premier emploi ou pas. Est-ce que finalement il serait préférable d'atteindre un seuil critique en termes de salariés pour pouvoir se dire on commence à réfléchir à cette question-là dans l'organisation? Tu as 3 heures. Non. Merci. D'abord, peut-être, il faut dire qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Moi, je rappelle toujours, hein, quelles que soient les questions qu'on m'adresse dans les accompagnements, il n'y a que les réponses que façonner, construire le collectif. Je rappelle qu'une asso, c'est un collectif. Hein, et que normalement, que ce soit sur les questions RH ou autres, il appartient au collectif de décider de la meilleure marche à suivre au service du projet associatif. La question qu'il y a toujours derrière, quand on me pose une question sur les stratégies, la gouvernance, ce que vous voulez, je rappelle toujours, c'est en quoi ça sert le projet. C'est quand même le fondement qui réunit les individus dans une asso. Alors après, accoler ça à la question de la première embauche, c'est un peu piégeux quand même, parce que alors pour resituer, j'avais fait avec Sciences Po Grenoble une recherche action qui a duré sur 2 ans. On a rencontré plein d'assos qui soit projetaient d'embaucher, soit venaient juste de le faire, mais pour la première fois. L'idée, c'était de voir ce que ça a transformé. Il faut se rappeler qu'en France, 90% des assos, elles sont bénévoles, en fait, il n'y a pas de salariés. Et puis, de temps en temps, il y en a qui décident de ce qu'on a appelé franchir le pas et recruter, avec tout ce qu'on a évoqué un peu sur les différents ateliers, toutes les difficultés que ça amène. Et en fait, ce moment-là, c'est un moment de déséquilibre fort. Alors, on pense toujours sur plein de registres. Je ne pas dit qu'on se noie, mais en tout cas, c'est un moment de déséquilibre et que l'asso se retrouve un petit peu en instabilité sur tous les flancs. Il faut qu'elle retrouve un nouvel équilibre. On pense souvent, quand on pense embauche, enfin, en tout cas les conseils d'administration qui nous sollicitent, pensent souvent à la question financière, enfin économique. Comment je vais le payer, mon salarié? Combien de temps je vais pouvoir le payer? Évidemment que ça provoque de l'instabilité là-dessus, et notamment ça oblige à se poser la question un peu à un moyen, voire long terme. Je ne me pose pas la question de savoir si je vais pouvoir payer mon salarié 15 jours, mais plutôt vraiment. Donc c'est des logiques en fait économiques qu'on appelle de gestionnaire bon père de famille, quoi, à une logique plutôt entrepreneuriale de risque. Mais ça, c'est la question économique. Le deuxième équilibre, il est dans l'organisation du travail de manière générale, puisque en fait, on avait employé un terme, c'est un nouveau statut, un individu à statut singulier qui fait irruption dans un monde qui était jusque-là complètement bénévole, d'administration, les bénévoles de production, ce que vous voulez, mais complètement bénévole. Et là, on a un nouveau statut avec une particularité qui a un peu l'épine dans le pied associatif, qui est salarié, c'est-à-dire que normalement, avec un lien de subordination.
dans une association, on dit un individu égale une voix. Ouais. Sauf qu'il y a un qui est subordonné aux autres, donc on n'est plus tout à fait dans la même chose. Et dans l'organisation du travail, ça génère plein de choses, puisqu'en fait, on va avoir quelquefois, on l'a évoqué tout à l'heure, tendance à lui fourguer un peu tout et n'importe quoi, enfin le maximum, quoi, avec les risques que ça a en termes de RH. Mais c'est aussi déstabilisant pour les bénévoles qui jusque-là faisaient les choses et qui se trouvent quelquefois privés et désemparés. Donc ça peut être un moteur de désengagement ou d'instabilité pour les bénévoles qui étaient sur leur périmètre, là, qui géraient telle chose, et puis d'un seul coup, c'est en partie ou complètement confié aux salariés. Et puis sur le plan de la gouvernance, bah forcément, ça provoque aussi beaucoup de... je ne vais pas reprendre complètement la définition de la gouvernance, mais je trouve intéressant que tu l'aies rappelé quand même. La gouvernance, c'est pas le CA, c'est des règles, c'est des processus, comment on s'organise pour décider, consulter, discuter, et pour aller à l'endroit où on veut aller collectivement. Et ça vient percuter ça aussi forcément, puisque en fait le salarié... Alors, c'est difficile de s'exprimer dans l'absolu parce que, pardon, une petite aparté, les cas de figure sont complètement différents suivant que vous êtes sur une asso mono-employeuse, enfin qui vient recruter, suivant le secteur d'activité, suivant le type d'emploi. Si vous recrutez un prof de sport pour assurer les cours, ou que c'est plutôt un chargé ou une chargée de mission, de coordination, etc. On n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Mais en gros, la salariée, je vais dire là, parce que c'est majoritairement des femmes, plutôt en charge de la coordination, chargé de mission, chargé de projet, hein, un peu le profil type des premiers salariés associatifs. C'est un peu la courroie de transmission par laquelle passe énormément d'infos, et surtout elle est là de façon beaucoup plus tendue, enfin plus présente quoi, que le conseil d'administration. Donc au final, elle finit par capter énormément d'infos sur ce qui se passe dans l'association, et à ce titre-là, se dire qu'on peut l'évacuer complètement de la gouvernance, ça me paraît quand même un peu risqué, un peu audacieux. Alors j'ai pas de réponse toute faite à la question au final, mais ça me paraît quand même un petit peu audacieux parce que c'est elle qui est sur le terrain, pour le dire simplement, sur le terrain, à la croisée de ce qu'on appelle du travail réel, quoi. Comment ça se passe concrètement, les relations avec les partenaires, avec les bénéficiaires, les usagers, ce que vous voulez. C'est cette personne-là ou avec les bénévoles bien sûr, c'est elle qui va voir tout ce qui se passe et qui va pouvoir faire remonter. Alors que le conseil d'administration, je suis un peu caricatural dans le propos, mais le conseil d'administration, en gros, il se réunit 2 heures tous les 15 jours, il a une vision un petit peu de loin de ce qui se passe, mais il ne sait pas concrètement ce qui se passe. Donc ça devient à ce titre-là compliqué d'évacuer, enfin en tout cas de ne pas laisser aucune place à la salariée dans la gouvernance. Il y avait une question, est-ce qu'il faut le faire tout de suite ou plus tard? Là, tu m'as spoilé parce que c'est la question que j'allais poser à la fin. C'est est-ce qu'il faut l'associer tout de suite? Il y a quand même des prises de risque sur le fait d'associer une personne à la gouvernance. Encore une fois, je ne suis pas dogmatique et chacun, c'est les questions qu'il faut se poser. Je vous invite à vous poser les bonnes questions en fait, hein, quand vous voulez recruter. Il y a quand même une prise de risque parce que on peut se la raconter entre nous et se dire que le monde associatif c'est un monde merveilleux et démocratique. Dans les faits, ça n'est pas toujours autant que ça. Il y a un nombre de CA où si personne ne s'exprime avant que le président ou la présidente ait validé les propos. Enfin, il y a certes du leadership, mais il y a aussi des jeux de pouvoir en fait qui viennent s'installer là-dedans. Et ces jeux de pouvoir, alors ils peuvent être sur le plan des valeurs apparaître c'est pas bien, on n'est pas démocratique, mais en même temps c'est ce qui fait tourner aussi l'assaut d'une certaine façon. L'arrivée d'un salarié vient apporter un déséquilibre aussi dans ses rapports de pouvoir en fait dans l'association. Sur le papier, ce qui est quand même plutôt souhaitable, c'est toujours de distinguer le pouvoir, enfin le politique, voire le stratégique, et puis l'opérationnel, donc plutôt les salariés et les bénévoles de production. J'espère que ça choque personne quand je les appelle comme ça, si ça choque. C'est pour dire les bénévoles hors administration. Ceux qui font, voilà, ceux qui ont les mains dedans. Et en fait, ça vient un petit peu déséquilibrer ça. Mais en même temps, encore une fois, il paraît quand même un peu difficile de complètement évacuer cette personne. Par contre, la question des sphères de gouvernance, c'est pas là ce que tu m'as invité à faire, mais je voulais rentrer quand même par cette question-là. De plus en plus, c'est un peu le leitmotiv aujourd'hui, il faut associer les salariés à la gouvernance. Ça renvoie à une idée un petit peu, ce que j'ai dit tout à l'heure sur un précédent atelier, on a toujours des formules toutes faites en RH, enfin des recettes magiques, quoi. On va l'associer à la gouvernance, il sera heureux et épanoui. C'est pas comme ça que ça marche. Alors certes, le fait de participer aux prises de décision, d'être consulté, d'être associé, voire de contrespirer à la décision, c'est un des items qui confère du sens au travail, ça on le sait pertinemment, mais c'est pas le seul. Enfin, première chose, c'est pas le seul. Donc c'est un parmi plein d'autres. Et puis,
attention à ne pas confondre démocratie et démagogie. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois de la démocratie qui est très artificielle, où les gens sont associés, vous avez dû en voir plein dans vos parcours, en fait, associés juste là pour écouter, lever la main quand on vous demande de lever la main, etc. Et ça, en termes de sens, là, pour le coup, c'est contre-productif, très clairement. Donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de réponse toute faite très clairement à cette question-là. Je pense qu'il faut se méfier de ce drapeau-là de oui, nous sommes des employeurs démocratiques, parce que c'est assez compliqué et ça met possiblement en difficulté à la fois l'équilibre des pouvoirs, enfin du politique et de l'opérationnel, et veiller à ce que ce ne soit pas un facteur de désengagement en fait, des bénévoles, de l'administration ou de ceux qui font. Je ne sais pas si ça répond à peu près. Si. Il y avait une autre question ici qu'on souhaitait te poser. C'est aussi dans quelle mesure ça peut aussi parfois cette association venir fragiliser l'équilibre des pouvoirs si les choses elles sont pas finalement suffisamment pensées, entre guillemets cadrées, élaborées en termes de fonctionnement. Ça résonne avec ce que disait Diane Rodet ce matin, oui, Diane, pardon, sur une des difficultés de la GRH associative, enfin la gestion des ressources humaines associatives, c'est là que vous avez un salarié. Et donc qui dit salarié dit un employeur. Enfin, c'est quand même, comme on veut, il y a une responsabilité, il y a certains pouvoirs, qui ont été évoqués tout à l'heure, mais il y a aussi des devoirs de l'employeur envers ce salarié. Et une des grandes difficultés, c'est qu'il y a souvent, je pense que Diane faisait aussi allusion à ça, ce que nous on a appelé les halos du travail. Les halos du travail, c'est-à-dire qu'en fait, souvent les personnes qui sont recrutées dans les assos, très souvent sont recrutées dans les sphères de proximité, le premier salarié. Et c'est souvent des gens qui ont déjà fricoté avec l'association. Soit ils ont été, quelquefois, au conseil d'administration, bénévoles, ils ont fait un stage, un service civique, enfin ce que vous voulez, mais ils ont déjà été là-dedans. Et donc ce qu'on appelle les halos du travail, c'est différentes formes de statut, si vous voulez, mais c'est toujours la même personne. Et quelquefois, ce même statut, cette même personne peut avoir différents statuts en même temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une succession de statuts, mais il peut y avoir... Or, si on se rappelle, enfin, moi j'invite quand même de manière générale à respecter à minima le code du travail et le contrat de travail. C'est quand même un petit peu souhaitable, sans être forcément des psychopathes de la chose, mais la première des obligations, elle a été rappelée tout à l'heure, c'était je prends soin de la santé et de la sécurité de mon salarié. Enfin, quand on signe un contrat de travail, c'est à ça qu'on s'engage aussi avec son salarié. Et du coup, cette porosité-là, ce halo-là, il fait quand même un joyeux mélange, enfin, qui quelquefois peut être très très compliqué à jauger. Et ce qui est recommandé de manière générale, c'est un exercice très très compliqué, c'est de définir ce que l'on appelle la cartographie, le qui fait quoi, si vous l'appelez comme vous voulez, mais qui fait quoi sur le politique, qui fait quoi sur l'opérationnel, et de définir clairement le périmètre et le définir si possible ensemble, en fabriquant ensemble le périmètre d'intervention du salarié. Sinon, on risque là pour le coup sur le plan RH, très clairement, enfin un risque sur le plan RH d'associer à l'insu de son plein gré, pour le dire clairement, enfin, par une formule, un salarié à des choses sur lesquelles il n'a pas vocation forcément, ni même la volonté d'aller. Merci Philippe. Je me tourne vers toi, Pascal. Pourquoi on interroge d'une part le sens qu'on peut donner à cette place du salarié dans la gouvernance, et au-delà de la question du sens, si on se dit qu'en effet il y en a un, ça devient tout de suite la question un petit peu entre guillemets du comment, mais a-t-on le droit finalement d'avoir dans les espaces de gouvernance les salariés, parce qu'après tout on est des associations à but non lucratif, à la gestion désintéressée. Si on associe les salariés, dans quelle mesure la gestion demeure toujours désintéressée? Est-ce qu'on reste du coup dans l'ADN associatif, ou est-ce qu'on va commencer à migrer vers l'ADN coopératif? Donc finalement, qu'est-ce qui peut être aussi facilitant ou limitant pour pouvoir mettre ça en place? Moi, la question m'a paru un peu bizarre quand j'ai vu le mail passer. Est-ce que tu peux venir? Non, mais c'est la question de quoi on parle. Je voulais déjà savoir parmi vous qui utilise le mot gouvernance dans son travail quotidien. Vous levez la main, ceux qui l'utilisent, vous levez. Ouais. Ok. Et juste pour qu'on voit bien, levons bien la main, merci. Ceux qui ne l'utilisent pas, donc du coup, qui n'utilisent pas ce terme-là. Ouais, on est sur 40 à 60%, 40%. Parmi ceux qui ne l'utilisaient pas, quel autre mot vous utilisez pour parler de cette réalité-là? Le CA. Le CA. Ah, oui. Non, mais c'est juste, voilà, on est dans le contexte. Vous parlez du CA, vous parlez de quoi d'autre? La direction. La direction.
Voilà. Moi, les deux sentiments de léger mal-être que j'ai, c'est c'est un contexte qui est un concept qui est quand même historique. Il est né à une certaine période, et avant on ne l'utilisait pas. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment on l'a utilisé? Donc, parce qu'il transporte quelque chose, ce terme-là. Les mots ont un poids et ont un sens. Et en fait, il vient des États-Unis, où des grosses sociétés privées américaines. Hein, ça vient de là. Et ils se sont aperçus, il y a quelques dizaines d'années, que ceux qui dirigeaient, les actionnaires, faisaient beaucoup trop confiance à la direction exécutive, au comité directeur ou au directeur général, on va dire, au directeur exécutif, et que souvent, parfois la boîte allait carrément dans le mur et risquait la faillite ou passer en faillite, et ils se sont dit, en fait, on ne contrôle rien. On est censé superviser en tant que board ou conseil la direction, et en fait, on leur fait tellement confiance qu'on ne supervise pas, et puis on se scratch et des grosses boîtes vont dans le mur. Donc ils ont mis en place la corporate governance pour contrôler les directeurs, pour voir ce qu'ils font et comment ils gèrent. C'est quand même ça le principe de la gouvernance. Parce qu'il faut remettre du... Voilà, alors je ne dis pas que c'est ça dans ce que vous vivez, vous, aujourd'hui, ici, dans telle ou telle commune de la Loire, mais c'est ça que ça transporte. Il y a quand même ça derrière, premièrement. Et le deuxième sentiment de malaise que j'ai sur le titre, c'est que, comme tu l'as rappelé, la définition est tellement large que ça fait une sorte de mot valise. Et donc, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Comme il y a plein de choses, il y a l'éthique, il y a le CA, les instances dirigeantes et toutes les prises de décision jusqu'au qui prépare le café le matin, enfin tout ce qui est décision. Du coup, c'est tellement large que quand vous en parlez, vous devez quand même essayer de vous mettre d'accord sur ce dont vous parlez pour être raccord entre vous. Mais comme le truc est super large, moi, le petit conseil que je vous donne, c'est quand vous en parlez, d'utiliser tout sauf ce mot-là et de dire ce que vous entendez par gouvernance, que vous voudriez l'utiliser. Voilà, c'est juste un propos introductif là-dessus. Sinon, c'est plus de quoi on parle et du coup, on raconte un peu n'importe quoi. Sur la question de la place, moi, je me suis, donc pour répondre à ta question sur le sens de cette question et qui se pose cette question-là avec quelle intention. Parce que quand on parle d'une place, il y a des intentions, d'ailleurs, c'est des jeux d'acteurs. Donc, je porterai un regard modestement et très modestement sociologique sur la question. Moi, j'ai repéré trois sens. Le premier sens, c'est celui des attentes croissantes des salariés aujourd'hui de ne pas être considérés simplement comme de simples exécutants. Comme si on sent qu'on a un potentiel, on a envie que ce potentiel soit interpellé pour participer à des dynamiques de projet, des réalisations. Et il me semble que la place des salariés, on peut la comprendre premièrement comme cela. Deuxièmement, c'est assez proche, sauf que là je parle de la gestion quotidienne, quelque part du management quotidien. En dehors du management quotidien, je viendrai vers ce que tu as dit sur la direction, le CA, les instances dirigeantes, c'est quel lien on a avec la prise de décision stratégique, comment est-ce qu'on participe à l'orientation du projet, est-ce qu'on change de cap, est-ce qu'on maintient le cap, et en quoi est-ce que nous, les salariés, on est associés à ces réflexions-là ou pas. Je pense que c'est une deuxième question de sens. Et la troisième, peut-être que des fois on mobilise cette question parce qu'on se pose la question, là je me mets du point de vue de salarié, on se dit que peut-être ça fera bouger les agendas sur un mieux-être au travail. Alors, on peut appeler ça QVT si on veut prendre les termes modernes, mais peu importe les noms. Mais que c'est peut-être aussi une manière de s'assurer que dans certaines structures où la qualité de vie au travail n'est pas bonne, pour des raisons diverses et variées, que c'est peut-être une manière de mettre ça à l'agenda. Voilà, sur ces trois sens. Ensuite, quelques réflexions pour vous aider à réfléchir, vous, sur ces trois sens, si jamais il vous parle. Sur le premier, sur la question de ne pas être simplement un simple exécutant, mais de quelqu'un qui peut participer et contribuer. Je pense que c'est assez moderne, mais dans le bon sens du terme, cette question-là. Je pense qu'elle est vraiment réelle et que ça interroge la manière de travailler au quotidien. Et donc, ce n'est pas la place du salarié dans son rapport au CA, mais c'est la place du salarié dans le projet collectif, y compris dans les tâches très quotidiennes. Je pense qu'il y a une partie du registre de l'intérêt des salariés pour cela qui vient de la légitimité qu'ils sentent à être au contact auprès du terrain, des usagers. Parce que quand on a cette expertise d'usage-là du terrain, on se dit qu'on a quelque chose à faire passer et que quand on aborde tout de suite des directeurs ou des directeurs de directeurs, enfin quand on monte dans les hiérarchies, les discours sont un peu moins ancrés dans le réel. Et je pense que derrière, ça interpelle aussi la mobilisation de cette capacité-là à faire remonter des choses, des besoins sociaux réels constatés. Il y a aussi le besoin de développement professionnel personnel, parce que c'est pas trop dans l'air du temps d'être un simple exécutant. Il y a aussi des gens qui aiment bien ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il n'y a pas tout blanc, tout noir, oui ou non. Il y a aussi des gens qui aiment bien, qui ont des profils, qui aiment bien des tâches très exécutives, très opérationnelles, ils n'aiment pas en déborder. Donc le management, c'est justement l'art de respecter ça chez ses collaborateurs et d'approcher chacun selon ce qu'il attend aussi comme manière d'être drivé dans son boulot sur cette question de ça. Je pense aussi qu'il y a un aspect
de motivation profonde, vu que dans vos associations ou dans les associations que vous accompagnez, si vous êtes accompagnants les uns et les autres dans la salle, vous êtes nombreux aussi avec cette casquette-là, on est d'accord que dans 90% des assos, ce n'est pas forcément le salaire qui a attiré le salarié, donc il faut qu'il y ait d'autres formes de reconnaissance ou de rémunération ou de gratification, et que du coup, le partage du sens et d'un sens aligné avec les manières de faire fait partie de la rémunération au sens large et global du salarié. Donc il y a aussi cette attente-là qui est en jeu. Le deuxième sens que j'ai évoqué rapidement, c'était le fait de sentir qu'on participe d'une manière ou d'une autre aux décisions stratégiques, donc c'est-à-dire à l'orientation du projet. Là-dessus, là j'aime bien le fait qu'on n'aborde pas la gouvernance comme étant juste des instances de direction ou de pilotage stratégique, c'est les fameuses AG, CA ou autres instances comme vous les appelez, parce que vous êtes libre d'organiser ça, la loi des 1901 ne vous dit rien, vous êtes libre de vous organiser. Je pense que ça permet de dépasser vraiment ce rapport à faut-il ou pas qu'il soit dans le CA, mais dans comment est-ce qu'on bénéficie de leur expertise dans tout le travail quotidien et aussi celle des autres bénévoles. Hein. Quelque part, c'est le travail, le lien avec tous les acteurs qui dépassent leur fonction statutaire. C'est qu'une question de statut. On ne peut pas dire pas compétent, on n'est pas compétent à cause d'un statut d'ailleurs. Et donc, c'est de les faire participer par des enquêtes, de l'écoute, du travail collectif. Et je rejoins aussi à travers ça ces fameuses questions des commissions, groupes de travail, thématiques ou pas thématiques, comme on dit dans les assos. C'est vraiment une manière de redynamiser vos projets. Parce que nous, on le voit bien en tant que consultants, souvent c'est j'arrive plus à renouveler mon CA, ils donnent plus de jus, grosso modo, ils sont épuisés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils sont anciens, ils ont duré un certain temps. Aujourd'hui, on sent que ça bouge plus trop, on n'y arrive plus. Et donc, c'est à respecter, c'est pas du tout critique de dire ça, c'est à respecter. Et là, je leur dis, mettez en place des groupes de travail et arrêtez d'attendre que tout vienne du CA. Mettez en place des groupes de travail où il y a des bénévoles anciens, des bénévoles récents, des salariés anciens, des salariés récents, voire des partenaires. Et donc, vous voyez, ça aussi, c'est cet enjeu de dynamisme qui redonne du sens à la place des salariés dans ce dynamisme ou cette redynamisation du projet, plutôt que de se dire, ah, fait chier au-dessus, le CA, qu'est-ce qu'ils font, on n'a pas eu la bonne orientation ou ils ne savent pas faire. Et puis, on voit bien que de toute façon, c'est plus dans l'air du temps d'être dans... Moi, je le voyais, je posais la question quand je donnais des cours en IUT à des jeunes de 20-25 ans en formation initiale, je les questionnais là-dessus. Eux, ils disent, on veut être écouté et avoir le droit à la parole. On en a marre de se dire que nous, les salariés, on attend qu'à l'étage du dessus, c'est un peu l'histoire du pape avec la fumée, le CA s'est réuni, on attend que la fumée sorte, on va voir de quelle couleur elle est, puis ensuite on nous dira, ben, maintenant vous exécutez. Ils m'ont dit, mais nous, c'est ce qu'on veut pas, en fait, en tant que jeune salarié en 2022-2023, quand je donnais des cours, c'était ça qu'ils me disaient. Et dernière chose, je ne serai pas long là-dessus, parce que j'ai l'impression que vous avez échangé là-dessus ce matin, c'est cette question à travers cette question de la place des salariés dans la conduite du projet, qu'elle soit plus opérationnelle ou plus stratégique, effectivement, de se dire que si on leur donne la parole, eux et les bénévoles, ça permet peut-être d'auto-organiser avec eux des manières de se sentir mieux. Je vous donne juste un exemple de choses faites dans un département pas très loin d'ici, dans le cadre d'un DLA collectif, ou avec un groupe d'associations où il y avait des bénévoles, d'ailleurs administrateurs et des salariés, dirigeants ou cadres, ou responsables de services. Ils ont construit des grilles d'auto-évaluation de comment est-ce qu'on travaille ensemble. Pour se dire, tous les 2, 3, 4 mois, on va se demander quelle est la qualité de notre travail. C'est du style, est-ce que j'ai été écouté, est-ce qu'on s'est fait confiance? Des questions qui nécessitent de la maturité, quoi. Parce que se poser cette question-là, en situation de crise, il ne faut pas mettre ça comme ça. C'est quand ça va plutôt bien ou bien. Mais de se dire, c'est une sorte d'implicite, c'est du non abordé, on ne le met pas au mot. On règle ça en engueulade ou en pommade dans le dos à la machine à café, mais ce n'est pas un sujet de travail d'équipe. Donc voilà, je pense que la place des salariés, c'est aussi la place avec les salariés et les non-salariés dans cette auto-analyse dans le quotidien de la manière dont on se sent bien ou pas dans le travail collectif. Peut-être que pour boucler, excusez-moi, il y avait une petite incident très rapide avant de conclure, qui m'a questionné sur l'aspect juridique de la chose. Donc là, c'est une information juridique que je vous redonne, puisque je pense que vous l'avez déjà. La jurisprudence française pose que, je dis la jurisprudence, c'est pas la loi, pose que l'association loi 1901 perdrait son qualificatif au sens fiscal du terme d'intérêt général, donc de gestion des intéressés, s'il y avait des salariés au bureau de l'association. Le perdrait également si les salariés représenteraient plus de un quart, plus de 25% du CA. Voilà, donc ça, fiscalement, dans ces cas-là, vous perdriez la gestion des intéressés, donc la reconnaissance fiscale au sens fiscal du terme de l'intérêt général, si vous faisiez cela. Et j'en profite juste pour dire que quand on pose cette question-là, il faut là aussi rentrer un tout petit peu dans la subtilité des différentes manières de s'organiser. Un salarié qui est présent dans une instance, est-ce qu'il y est à titre individuel en tant que salarié?
Est-ce que c'est de la représentation du personnel? Est-ce qu'il a été élu par ses collègues? C'est différent d'être je suis adhérent, est-ce que je peux être adhérent et membre de l'instance? C'est aussi différent de se dire, vous les salariés, vous désignez votre représentant à l'instance, vous votez entre eux, et il représente le collectif et il ne représente plus lui. Et puis voilà, est-ce qu'il a aussi accès aux décisions ou est-ce qu'il est juste avec des voix consultatives? C'est pas très très compliqué, mais il faut quand même préciser ces quelques éléments-là pour l'aspect entre guillemets juridique du terme. On continuera par l'échange dans le second temps. Merci Pascal. Du coup, Alexis, je me tourne vers toi pour que tu puisses nous partager ce que toi tu as pu expérimenter dans le cadre de tes différentes casquettes sur ce sujet. J'essaye de faire du lien un peu entre ce que j'ai pu entendre ce matin, tout à l'heure, etc. Peut-être juste pour faire la petite parenthèse sur ton point final. Moi, dans une des associations, en fait, j'ai un peu menti tout à l'heure. J'ai un parcours militant depuis 15-17 ans, malgré mon jeune âge par rapport à mes deux collègues. Mais par contre, j'ai aussi eu un moment de salariat au niveau associatif, où je me suis un peu cramé parce que j'ai mélangé militant et salariat. Et du coup, c'était un peu compliqué. Et là-dedans, on faisait une rotation de salariés au niveau des instances pour se dire c'est pas toujours le même, il n'y a pas besoin d'élection, c'est ceux qui se sentent, qui ont envie d'y aller. C'est assez intéressant. Petite parenthèse. Je vais essayer de vous raconter une histoire, on va voir si ça marche. Et on verra où on va. J'ai embauché un premier salarié quand j'avais 20 ans dans une association qui s'appelle le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. Je pense que certaines connaissent, qui existe bientôt depuis 100 ans. C'était sur la section de l'Ain. Et en fait, on a un fonctionnement un petit peu particulier. Tout à l'heure, là, on parlait un peu de la partie consultant, on arrive, on a des nouvelles approches, etc. Mais on a aussi des assos, notamment dans l'éducation populaire, et notamment dans les associations de jeunesse, qui se sont dotés, je veux dire comme ça, d'outils au fur et à mesure, de méthodologies, pour dire comment on a des salariés aussi pour faire des choses, comment on permet à des militants de passer, entre guillemets, je veux dire avec les termes de l'époque, entre guillemets, quand on passe de militant à militant plus, parce qu'on est salarié associatif, parce que le projet nous porte tellement qu'on a envie d'y aller un peu plus. Au MRJC, il faut savoir qu'il y a différentes règles qui sont totalement transparentes, écrites, assumées. D'une part, on a un conseil d'administration qui se renouvelle tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, tous les ans, on a un tiers qui part, un tiers qui arrive, un tiers qui part, avec des jeunes de 16 ans à 30 ans au niveau national et 25 ans au niveau départemental. Donc ça vous laisse un peu imaginer le côté turnover administratif, des administrateurs, administratrices. On en parlait tout à l'heure un petit peu sur la question de gouvernance. Donc pour moi, ça, c'est déjà aussi une première clé de se dire, si le CA tourne, ça va éviter d'une part le copinage, le président ou autre, d'un conseil d'administration avec les salariés. Ça va permettre d'avoir une certaine comment dire, objectivité, entre guillemets, sur le travail qui est donné, sur les choses qui peuvent être amenées. Dernièrement, petite parenthèse, j'ai intégré notre association en tant que trésorier et en fait, il se trouvait qu'il y avait une salariée qui était secrétaire administrative en mode freelance. Et en fait, je ne trouvais pas ça très intéressant. Déjà, financièrement, ça coûtait cher. Et du travail qu'il y avait besoin de faire, il n'y a pas besoin. En fait, c'est juste que c'est des gens dans l'association qui sont très habitués, enfin, qui ont été habitués, ils sont quasiment tous à la retraite, à avoir des secrétaires dans leur travail. Et du coup, ils se sont dit, bah, on a une asso où on va embaucher une secrétaire pour faire les charges administratives. Donc là, je suis arrivé, je leur ai dit, bah, ça serait bien d'arrêter de faire n'importe quoi et de respecter le travail des gens et même la valeur travail, même si j'aime pas ce terme, et d'éviter de se dire, ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure, de se dire, on va donner toutes les tâches ingrates qu'on n'aime pas faire à un salarié, et en fait, il y a un mal-être profond, et moi, j'aime pas ça. Ça, c'était la petite parenthèse. Pour revenir sur le MRJC, donc un SAC qui tombe tous les 3 ans, et on a un contrat de travail normal, type CDI habituel, sauf qu'on a un contrat moral
dans l'association qui fait qu'on dit aux salariés on fait un contrat de CDI, mais ça dure que 3 ans. Parce que, déjà, d'une part, ils vont jamais aller plus loin, parce qu'ils vont être crevés. D'autre part, ça permet aussi à l'association de se renouveler, certes au niveau de la gouvernance du CA, et aussi au niveau de l'équipe salariée. Sur une section départementale, il y a 1, voire 2 salariés pour ceux qui ont vraiment des sous. Et ça permet aussi d'avoir un vrai roulement de travail. Vu qu'on travaille aussi avec notre public, c'est des jeunes de 13 à 30 ans. Donc c'est une association qui est faite par des jeunes, qui est portée politiquement par des jeunes et qui embauche globalement des jeunes. Parce que légalement, on n'a pas le droit de faire une discrimination à l'embauche. Mais l'idée, c'est d'être le plus proche possible du public qu'on anime pour se dire aussi, en fait, on comprend les besoins et on actualise aussi le projet associatif tous les 7 ans, on actualise nos activités tous les ans, parce qu'on fait des AG, du coup il n'y a que des jeunes, donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire cette année, on part en camp, on a envie de travailler sur la question de la peine de mort, on va travailler là-dessus, on va aller trouver une prison, on va aller faire des visites, on va faire des trucs. Donc ça permet vraiment une réactualisation de l'asso, et ça permet aussi un renouvellement factuel de l'association sur l'équipe des 2 côtés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le MRJC? Dedans, donc, il y a ce système déjà de roulement qui fait qu'il y a du sang nouveau qui passe, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. D'une part, il y a un programme de formation, on a un petit peu parlé ce matin en atelier, un petit peu aussi tout à l'heure, où c'est aussi important de se dire comment on amène nos salariés plus loin. Vous avez peut-être entendu parler de parcours militant. Nous, au niveau des bénévoles, en fait, on a un parcours un peu où on est jeune, on consomme, entre guillemets, les activités, on arrive à 18 ans, 20 ans, on passe notre BAFA, donc du coup, on va animer les autres jeunes, et après, derrière, on devient administrateur, et on va préparer les activités que les animateurs, animatrices vont pouvoir préparer pour les jeunes. Donc il y a tout ce roulement-là, et ça fait un peu un parcours militant, on se forme politiquement, on se forme sur plein de sujets, et du coup, il y a 2 points sur la formation qui est importante. Il y a certes la formation des administratrices, comme on en a parlé tout à l'heure, sur le rôle employeur, sur la gestion de trésorerie. Sur être trésorier, c'est pas juste remplir un tableau Excel, il y a aussi un portage politique derrière, il y a toute cette philosophie-là en plus. Et il y a aussi la formation proposée aux salariés pour se dire, voilà, nous on embauche les gens qu'au SMIC. Après avec l'évolution sur les 3 ans, mais on embauche des gens qui sont Bac+5, qui sont ingénieurs, qui sont en Bac+3, qui sortent d'IUT carrière sociale derrière. On les embauche au SMIC, on l'assume, on leur dit écoute, on n'a pas d'argent de toute façon, donc on ne peut pas aller plus haut. Donc ça permet aussi d'être totalement clair sur les prétentions salariales, c'est aussi pour ça que c'est que 3 ans. L'idée c'est de se dire, on assume nos finances, on a besoin d'un salarié, et ça c'est aussi une question importante de se dire pourquoi j'ai besoin d'un salarié. On ne cherche pas des salariés pour aller faire des dossiers de subvention, remplir de l'administratif, on prend des animateurs RIS permanentes, pour dire, c'est des personnes qui sont là pour animer la vie aussi de l'association en lien avec les bénévoles. C'est pas quelqu'un qui va faire de l'administratif. Donc on est aussi dans une autre philosophie qui est habituellement, et du coup on arrive à leur proposer un plan de formation sur 3 ans qui permet de... Eux ils arrivent, ils ont déjà fait des études pour la plupart, ou certains ils n'ont pas de diplôme, mais ça permet aussi de faire un premier job qui est hyper intéressant, qui est ultra formateur. On nous le dit souvent sur des collectivités, des partenaires, des machins comme ça. Ils nous disent, ouais, là vous avez quelqu'un qui est en poste depuis 3 ans qui va partir, j'ai envie de l'embaucher. Vous avez quelqu'un de la GLCA ce matin, je ne sais pas s'il est encore là. Je pense qu'il a fait un super coup en embauchant le permanent de l'Ain il y a quelques années, qui est resté très longtemps aussi à la GLCA et qui est parti par la suite. Je dis pas ça pour me la péter et pour dire on est trop fort, mais c'est quelque chose qui est quand même qui ressort beaucoup des autres. Donc ça c'est hyper important. Donc la formation, et il y a aussi la question de, j'allais dire timing, c'est pas vraiment timing, c'est la question un peu fréquentielle de se dire quelle méthodologie on met en place. Typiquement nous c'est tout sur une année, on est sur une année scolaire, donc de septembre à juin-juillet, et on se dit il faut qu'on prenne le temps, ça c'est hyper important, de se retrouver au début d'année pour se dire comment on prévoit ton année. Mon cher salarié, on s'assoit, on discute, on boit le café, on boit une bière, on boit du jus de fruits. Et on se dit, ok, comment tu le sens déjà personnellement?
Donc, niveau légal, je ne sais pas à quel point on est un peu borderline, mais au moins on s'intéresse et on se dit, ok, on a cette année-là, on prépare l'AG, on sait qu'à l'AG, il y a telle chose qui vont sortir, comment on structure ton année, comment tu as envie qu'on travaille aussi ensemble. Donc là, je fais une petite parenthèse sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la partie légale. C'est un point qui est hyper important au MRJC, c'est la question de la, je vais le dire comme ça, collaboration ou le binôme permanent, donc salarié, et responsable départemental. Bon, en fait, si ce binôme-là marche, eh ben, c'est ultra puissant pour la section. Après, on fait un binôme permanent trésorier, ça fait encore plus de choses, et après, ça fait un trinôme aussi, ça fait un mini-bureau. Mais du coup, c'est ces petites interactions qui permettent de dynamiser cette partie-là et de permettre aussi aux salariés qui sont tout seuls sur un territoire d'avoir des personnes sur qui compter, qui appeler, même à point d'heure. Donc on commence l'année, on fait un point sur l'année qui va arriver, comment ça va, etc. On fait aussi un point, un bilan mi-année, pour se dire, ok, là on en est là, on est en janvier, février, c'est un peu plus calme, comment on anticipe le reste, comment tu as vécu tes 6 mois. Donc il y a toute une partie de ce qu'on met derrière la partie, le C, le mot chrétien, qui peut faire un petit peu peur, surtout sur la partie laïque. Mais il y a une grille de lecture un petit peu derrière de se dire comment on fait aussi une relecture de vie, entre guillemets, un bilan des 6 mois pour se dire, ok, qu'est-ce que tu as vécu, comment tu as vécu, est-ce que c'est aussi le moment où on perd des abcès. On se dit, bah tiens, là tu as répondu ultra mal sur une réunion, on en parle, on en discute, et on se dit, bah tiens, comment on fait pour faire attention, pour éviter de se blesser mutuellement. Et après, un bilan de fin d'année aussi, et du coup le CA fait aussi le même travail en parallèle, et il y a tout un flux qui passe un peu entre les deux. Ce qui fait que le salarié ou la salariée qui est embauché, eh ben, déjà elle ne se sent pas toute seule. Il y a une fréquence aussi de travail, mais pas seulement sur de l'opérationnel, aussi sur de la stratégie, parce qu'on va voir les partenaires ensemble, on fait un peu des choses plus ensemble. Et puis ce que tu disais tout à l'heure aussi sur la partie, un salarié, il va devenir, on en parlait tout à l'heure sur des questions de SIC, un ou une salariée va devenir aussi ultra centrale dans l'association sur le travail qu'il ou elle va faire. Et résultat, si on mise tous nos chevaux là-dessus, le jour où cette personne part, l'association, bah, qu'est-ce qu'elle devient? Donc ça, c'est aussi une question ultra importante à se poser avant l'embauche, de se dire bah, jusqu'où on a envie de l'amener. Est-ce que c'est juste un temps passager, entre guillemets, pour se dire, bah, voilà, on a envie parce qu'il y a de l'activité qui augmente, j'ai un exemple en tête là sur un club de vélo, le gars il était tout seul, il a entraîné aussi, et c'est là où il était force de proposition parce qu'il était invité au comité de directeur, pour se dire, bah voilà, moi je pense qu'il va falloir aller là-dessus, il y a la loi qui a changé, et c'est là aussi où le salarié peut aussi amener des choses, certes légales, mais aussi hyper stratégiques. Je vois ce que tu as dit là-dessus, où du coup, vu qu'il y a une vision d'ensemble, il est en lien avec les partenaires, peut-être plus souvent que les bénévoles, et bah, du coup, il va pouvoir anticiper les problématiques de l'association. Donc ça, pour moi, c'est ultra important. Et bien sûr, dans tout ce que je vais dire aujourd'hui, je vais avoir plein de paradoxes, donc j'en suis désolé par avance, mais en même temps, pour moi, c'est assez logique, parce que dans l'association, enfin dans le monde associatif en tout cas, ça évolue tellement qu'il y a des fois, on va penser que, moi à l'époque, je me disais, un permanent, on s'en fout de ses heures, j'avais 20 ans, on s'en fout de ses heures, et c'est un militant plus, il les fait, il compense, il fait machin, c'est pas grave, l'important c'est qu'on arrive à faire nos activités, que les jeunes soient contents, qu'on arrive à renouveler ce qui se passe, et vaille qui vaille. Maintenant je me dis, j'ai peut-être été un petit peu trop sec, et en fait il y a peut-être aussi ce côté-là où il faut réussir à évoluer avec ce qui se passe. Et après il y a encore plein de choses, mais je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Voilà. Et juste pour, parce que j'ai fait la recherche devant tout le monde sur mon portable, je me souvenais plus du terme, mais par rapport à ce que tu disais sur la question du niveau d'engagement qu'on a envie de donner, discuter avec le salarié ou la salariée, je regardais l'échelle de Arstein sur beaucoup la question des politiques jeunesse, sur comment en tant qu'élu on arrive à dire on veut aller à la consultation jusqu'à la co-construction des politiques. Et je pense qu'on peut reprendre cette échelle et l'appliquer au monde associatif sur les salariés qu'on embauche. Ça, c'est la petite parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Merci Alexis. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a aussi des semaines de formation. Enfin, le MRJC, c'est une structuration à la fois territoriale et nationale. Au niveau national, c'est entre 40 et 60 salariés par an.
Et du coup, il y a une sorte de promotion, où du coup, ils sont en promo par année. Et du coup, ils ont une semaine de formation tous les 3 ou 4 mois, à peu près. Du coup, ils se retrouvent à Paris, ils discutent, ils travaillent, ils sont formés par d'autres personnes qui sont au niveau national, qui font des formations, qui eux aussi tournent tous les 3 ans. Donc ça fait... Et après, du coup, en fait, on s'appuie aussi sur le réseau d'anciens. Donc ça, c'est aussi important. Et la philosophie derrière, en tout cas, moi, comme je l'ai interprété quand j'étais responsable du département de l'Ain, il y a la question, le côté, on assume de payer pas beaucoup, parce qu'on n'a pas de sous, mais par contre, on sait qu'au bout de 3 ans, c'est un super tremplin de formation de par ce qu'on fait. Et du coup, à partir de là, nous, pour l'association, je ne vais pas trop vouloir, comment dire, attaquer les têtes grises de la salle, mais l'idée, c'est de se dire, en fait, on n'est pas immuable, et l'idée, c'est de, via ce roulement qui tourne, ça permet aussi de renouveler ailleurs. Enfin, le MRJC, dans les années 60, c'est des gens qui ont fait des choses bien, ils ont créé la conf, et il y a des gens qui ont fait d'autres choses et qui sont allés à la FNSE. Et du coup, c'est quand même ces dirigeants associatifs qui ont créé d'autres choses à côté. Et en fait, pour moi, le MRJC, c'est un tremplin de vie, de se dire, voilà, on y passe un temps. De toute façon, c'est une association de 13 à 30 ans. Donc à partir de là, en fait, c'est un tremplin et on sait qu'on n'y restera pas, on ne fera pas carrière. Oui, tout à fait. Et puis, c'est surtout que derrière, il n'y a pas... Enfin, je trouve qu'il y a, ça cristallise moins. Et c'est ce qui a été dit un petit peu ce matin et tout à l'heure, la question de la transparence et de la clarté des choses. On se dit, ben voilà, on signe là, on sait que ça s'arrête là. Tu as 3 ans, tu as 36 mois, ça va ultra vite. Il faut aussi savoir prioriser les choses. Et il y a des fois, enfin moi je l'ai vécu quand j'étais salarié associatif, sur un projet de dispositif de la CAF, sur de la formation, sur le numérique, etc. En fait, on n'a pas d'échéance, on n'a pas de truc, on n'a pas de... Enfin, autant j'étais hyper content parce que je connaissais le projet, que c'était cool, j'étais à mi-temps, j'avais tout le temps de faire d'autres choses. Et à la fois, c'est ultra compliqué de garder la motivation. Je vais le dire comme ça, je suis désolé pour les salariés associatifs. C'est aussi dur de garder la motivation à fond et de rester concentré sur l'objet social de l'association qui, en fait, une association, elle répond à un besoin et une problématique sociétale. Que ce soit la question de la culture, la question de l'accès au droit, la question de... vous avez monsieur tout à l'heure sur les cancers ou je ne sais plus quoi. On touche à quelque chose qui, potentiellement, et avec beaucoup de chance, est éphémère. Et en fait, il faut aussi se dire que, enfin ça c'est mon point de vue personnel, parce que je ne travaille plus dans le milieu, se dire que en fait je vais faire 20 ans dans telle ou telle association, je trouve ça même ultra dangereux de le faire, parce que du coup pour l'association, on va avoir un super expert, mais demain quand il va partir, qu'est-ce qui se passe effectivement? Mais aussi comment l'association va vivre. Et je vous invite fortement à réfléchir à qu'est-ce qui se passe en tant que salarié associatif le jour où demain vous démissionnez. Et ça, c'est ultra... je suis désolé pour la question, hein, mais ça peut être ultra fort comme question. Un guide qui a été produit par le DLA régional Occitanie, porté par le mouvement associatif Occitanie, qui porte justement sur l'articulation bénévole salarié. Ça peut voilà, permettre aussi de contribuer à réfléchir à ces différents éléments qui ont été dits. Je rappelle aussi la publication de Philippe avec Amélie Capasso, qui permet, voilà, si vous avez des questions sur justement la création du premier emploi dans une association, ou plus largement les premiers emplois dans une association, et qui recoupe pas mal de questions et puis aussi de bonnes pratiques à mettre en place. Vous avez aussi la newsletter du coup de Pascal de compétences bénévolat qui paraît régulièrement et qui donne plein de petits conseils aussi pour vous permettre voilà, de faire vivre votre gouvernance. En tout cas, merci à tous les trois. Et ce que je retiens à travers vos interventions et à travers aussi le témoignage d'Alexis, c'est que, et ça vous l'avez tous dit, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question finalement, quelle place des salariés dans la gouvernance. Celle-ci, elle doit se définir consciemment au sein de l'organisation pour répondre au projet associatif et faire en sorte que du coup ce projet associatif puisse perdurer et se mettre en place. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir passé cette journée avec nous.